Donc, il semblerait qu'il y ait une certaine démobilisation en ce moment. En tout cas, au niveau des médias, il n'y avait déjà pas une grosse mobilisation, mais on parle de moins en moins souvent de Gaza. Sans doute pour plusieurs raisons. Déjà, évidemment, ce qui s'est passé entre Iran et Israël. D'ailleurs, les échos qu'on a des gens de Gaza, c'est qu'ils sont inquiets que Gaza ne soit plus un sujet à cause des événements Iran-Israël. Donc l'attention a été détournée de Gaza et surtout l'opinion du coup est redevenue un peu plus favorable à Israël, puisque on a dit que l'Iran avait attaqué Israël en oubliant qu'au départ il y avait eu quand même une petite frappe sur le consulat iranien à Damas, c'est-à-dire une atteinte au territoire de l'Iran, puisque consulat et ambassade font partie du territoire. Depuis, on a assisté à une riposte modérée d'Israël. Des nouvelles qui nous venaient de Gaza aussi, en liaison avec l'Égypte, c'était que peut-être si cette riposte était modérée, ça avait été une sorte de deal avec les USA. Riposte modérée contre on ferme un peu les yeux sur ce que vous allez faire à Rafah. On sait depuis que la date est fixée pour Rafah. Alors en ce moment, vous savez sans doute, c'est Pessa qui a commencé lundi par la fête Seder. Ça se termine le 30 avril, donc tout le monde se demande s'il va y avoir une offensive sur Rafah pendant la Pâque juive ou après. Toujours est-il que ça a été confirmé et que des tractations sont en cours en ce moment. Israël donnant son plan d'attaque aux USA. Il s'agirait d'évacuation, encore. Évacuation vers où on ne sait pas trop, puisque le nord est complètement détruit, le centre également, par zone, par des zones. Mais en tout cas, le plan est sur les rails. Et donc, sans doute faut-il s'attendre à un nouveau désastre dans les jours ou semaines qui viennent. Pour autant, ça n'a pas arrêté, puisque encore hier, en 24 heures, on annonce 80 morts. Les bombardements continuent. Vous avez certainement vu ce qui s'est passé au niveau des hôpitaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous en sommes, selon les chiffres officiels, entre guillemets, à 34 262 morts, sans compter ceux qui sont toujours sous les décombres ou dans les charniers. Deuxième réponse deuxième possibilité pour cette relative démobilisation, c'est ce qui se passe en France, c'est-à-dire la répression. Je vous rappelle que dans un premier temps, au tout début, il y a eu interdiction par le gouvernement, par les préfets, sur ordre de Darmanin, des manifestations, des conférences, etc. Ça s'était un petit peu calmé parce que le Conseil d'État avait rappelé à l'ordre le ministre de l'Intérieur, et il en faut beaucoup pour que le Conseil d'État fasse ça, en disant atteinte aux libertés publiques. Donc ça s'est calmé un peu. Les tribunaux administratifs ont désavoué également à cette époque-là des interdictions. Et puis là, ça reprend. De nouvelles interdictions des préfets, sur ordre de Darmanin également, des interdictions de se réunir dans des universités, des poursuites, des convocations. On en est, d'après les comptes, à plus de 300 enquêtes pour apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme, c'est grosso modo remettre en cause la politique d'Israël, ce qu'on fait ici. Je ne vous fais pas la liste, mais vous avez entendu parler de Rima Hassan, de Mathilde Panot, de Siam Asbag, qui est une antiraciste, de Kazib, de Révolution Permanente, de Jean-Paul Delesco, secrétaire général CGT du Nord, qui vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursis,
Des étudiants et des étudiantes de l'ES, École des hautes études en sciences sociales, qui sont convoqués en ce moment. Et puis, de l'autre côté, les gens qui sont harcelés par des sionistes. Par exemple, Anne Toyon, présidente de l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité, dépose plainte et il n'y a absolument aucune poursuite. Pendant ce temps-là, donc, évidemment, ça se poursuit à Gaza et en Cisjordanie. Vous avez vu à Gaza les découvertes des deux charniers, l'un à l'hôpital Al-Shifa. On ignore toujours le nombre de tués pendant l'offensive sur cet hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne en compte 200, on peut s'attendre à davantage. Et puis le charnier de l'hôpital Nasser à Khan Younes, où on dénombre plus de 300 corps, des corps enfouis profondément sous des déchets, dont certains ont été retrouvés mains liées et nus. L'ONU demande une enquête internationale là-dessus. Je viens de voir que la France et d'autres pays de l'Union européenne demandent également une enquête internationale quand même. En Cisjordanie, grosse offensive aussi, notamment à Tulkarem et sur les camps de réfugiés. Et puis, vous avez vu les développements au sud Liban, dans cette région où Israël avait déjà sévi. Sur le sud de la rivière Litanie, c'est-à-dire la bande de 25 km au nord d'Israël. J'entendais hier, alors je vous recommande, sur France Culture, une fois n'est pas coutume, il y a des émissions, alors c'est souvent intéressant, mais là, sur la situation, il y a une série de 4 émissions qui ont commencé lundi sur l'Iran. Hier, c'était Iran et Hezbollah. Et justement, évidemment, la question du Sud-Liban a été abordée. Aujourd'hui, c'était Iran et Hamas. Et ce sont des émissions vraiment très intéressantes avec des spécialistes qui disent pas n'importe quoi. Donc, France Culture, vous retrouverez ça. Je voulais commencer par vous lire un texte justement sur ce charnier, avant d'arriver à des choses un peu plus positives. Ça s'appelle Charnier dans la cour de l'hôpital. C'est un texte de Roland Richat, qui est un Libanais vivant en France. Qu'allons-nous découvrir quand l'armée dite la plus morale au monde se retirera totalement de Gaza et qu'enfin des caméras du monde entier pourront y entrer et filmer? Aujourd'hui, une partie de la réponse nous a été livrée sur la placette devant l'hôpital Nasser de Khan Younes. Là, ils ont creusé et enseveli à la hâte les corps de plus de 50 hommes, femmes et enfants qu'ils ont froidement tués. On est loin du compte, c'était un acte d'il y a 1 ou 2 jours, on en est à beaucoup plus. Ils, ce sont les soldats israéliens qui avaient investi la ville durant 4 mois avant de se retirer le 7 avril sans avoir atteint aucun de leurs objectifs: libérer les otages et démanteler la résistance. Ce dimanche 21 avril, la défense civile de Gaza a exhumé les corps. Certains étaient dépouillés de leurs vêtements, ce qui indique certainement qu'ils ont été arrêtés, torturés et soumis à de mauvais traitements, d'après la même source, déclare un secouriste. Cette découverte macabre intervient au moment où les États-Unis viennent d'approuver une aide militaire de 13 milliards de dollars pour leur allié. Un feu vert pour que le génocide se poursuive. Plus au sud, à quelques encablures de Khan Younes, la ville de Rafah vient d'être bombardée. Nous dormions et nous avons soudain été réveillés par le cauchemar d'une explosion. Le plafond est tombé sous les enfants, raconte Hassan Kloub, une femme de 35 ans dont la maison abritait des familles déplacées. Les secouristes retireront 16 corps de dessous les décombres. Le ministère local de la Santé dénombre 48 tués en 24 heures. Je me pose la question: qu'allons-nous découvrir quand l'armée dite la plus morale du monde se retirera totalement de Gaza? Certains disent que Gaza est déjà un cimetière à ciel ouvert. Une fois terminé, diront-ils peut-être un charnier.
Alors, je voulais terminer sur des notes un petit peu plus optimistes. On a parlé souvent de la capacité de résilience du peuple palestinien, le Sunni, comme on dit là-bas. On commençait à en douter parce qu'il commençait à y avoir quand même quelques accrochages pour les vivre, etc. Quand on meurt de faim, bon. Ceci étant, je voulais vous parler de Ziad, notamment, qui nous a envoyé une photo de piètre qualité, mais on va lui pardonner. Au cœur d'une initiative citoyenne, j'ai participé avec les habitants de quelques quartiers de Gaza à ramasser les poubelles et nettoyer devant les maisons et les immeubles. J'aime beaucoup les activités de bénévolat et les actions de solidarité. C'est un devoir. Les services municipaux sont débordés. Ils n'ont pas les moyens pour faire ce travail à cause de cette agression horrible et des blocus imposés. Et leurs véhicules et matériels sont détruits par les bombardements. Bravo à ces habitants courageux et bénévoles. Donc ça c'est à Gaza à vivre. Et puis un deuxième témoignage. Vous avez été nombreux à faire des dons. Donc vous avez été nombreux à faire des dons à la FPS, Association France-Palestine Solidarité, et à l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix, qui envoient ces dons en argent à leurs correspondants locaux. Alors la FPS a des difficultés en ce moment, donc ils gardent l'argent pour un après, on ne sait pas ce qu'il sera. L'UJFP arrive toujours à faire arriver l'argent là-bas, qui est utilisé, et donc il y a deux correspondants, ceux qui ont vu Yana Gaza ont vu Abou Amir, et puis il y en a un deuxième qui s'appelle Marcel, comme Marcel. Donc je vous ai déjà lu un témoignage. Et là, ils voulaient témoigner de ce qu'ils font sur place. Dans la nuit du 21 au 22 avril, donc, Marcel nous envoie le compte rendu de l'activité du centre Ibn Sina pour les enfants des personnes déplacées. Cette intervention est rendue possible avec la cagnotte utilisée par le JFP et envoyée à Gaza. Avant de lire, je vais vous faire circuler, vous-même quelques photos. Donc le témoignage de Marcel. Bonsoir camarades. Nous menons nos activités successivement à la suite de la menace de l'occupation de bombarder les camps de déplacés à la frontière, selon ce qui a été dit. Et il nous a fallu mener nos interventions urgentes, notamment dans le domaine de la santé mentale des enfants, qui a commencé à se détériorer considérablement. La tente mobile de l'espoir comprend un spectacle de cinéma pour enfants, ainsi que des ateliers de sensibilisation et un soutien psychologique pour les enfants et les mères. Cependant, après que l'occupation a annoncé son intention de déplacer les habitants de Rafah vers la région de Khan Younes et a intensifié les bombardements sur Rafah, il nous fallait une installation mobile avec un équipement léger. Pour l'instant, nous avons opté pour la création du cinéma mobile, une des pionnières et premières du genre, visant à réunir les familles en un même lieu, loin de la peur et de l'isolement, et à atténuer les difficultés rencontrées par les personnes déplacées. Les habitants interagissent davantage avec les dessins animés que les enfants eux-mêmes. Nous avons même reçu des demandes de jeunes et même de personnes plus âgées pour diffuser le match d'aujourd'hui pour eux. Aujourd'hui, nous avons réussi à briser la barrière de la peur. Chacun a fini sa journée avec le sourire et a pris l'habitude de dormir dans sa tente au camp le soir venu. Alors que l'été arrive et que les températures commencent à augmenter, les enfants continuent de porter des vêtements d'hiver épais parce que ce sont les seuls qu'ils ont. Nous avons même commencé à proposer des vêtements d'été pour garçons et filles. Et enfin, le rapport de Marcel sur le travail humanitaire dans le camp des agriculteurs déplacés de l'est de Khan Younis.
La crise humanitaire est considérablement aggravée dans la plupart des régions de Gaza, notamment en raison de la cessation des activités de la plus grande organisation humanitaire de la bande de Gaza, qui fournissait de la nourriture à une grande partie des personnes déplacées, ce qui a provoqué une famine dans diverses régions. L'autre raison est le mouvement des personnes déplacées du nord de la bande de Gaza vers le sud, de la région Mousserat vers Der Arbela et Mawassi Khan Younis, et enfin de Rafah vers le centre de la bande de Gaza. Les personnes déplacées bougent constamment d'une zone à l'autre en fonction des attaques lancées de temps à autre par l'occupant. Il y a 2 semaines, les habitants du port de Mousserat ont été déplacés à Mawassi Khan Younis en raison des bombardements intenses dans cette zone. Aujourd'hui, après le retrait de l'occupant du nord de Mousserat, les habitants sont revenus dans leurs maisons détruites, préférant rester au milieu des décombres de leurs maisons. D'autres sont sous des tentes dans d'autres zones de la bande de Gaza. Cette situation a considérablement épuisé les habitants de la bande de Gaza et leur a fait perdre une grande partie de leurs moyens de subsistance. World Central Kitchen, vous vous rappelez que c'est l'organisation qui a été bombardée par Israël, a fourni une aide estimée à environ 4 tonnes par le point de passage d'Eretz dans le nord de la bande de Gaza et a l'intention de reprendre son travail dans le nord. Mais jusqu'à présent, son travail dans le sud a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. D'autre part, le nombre d'agriculteurs, ceux qui sont recueillis dans ce camp, augmente à la lumière de la nouvelle annoncée par l'occupant de son intention d'entrer bientôt dans la ville de Rafah. Le nombre de familles dans le camp est jusqu'à présent de 738 familles. Les personnes déplacées dans le camp dépendent de l'équipe de l'UJFP Gaza, qui est devenue un membre clé de l'administration du camp et qui est entièrement responsable pour répondre aux besoins du camp en matière de nourriture, d'eau, d'infrastructures et de toutes les fournitures du camp. Des réunions hebdomadaires sont organisées pour l'administration du camp afin de résoudre des problèmes croissants jour après jour. Voilà, afin que vous sachiez aussi où sont allés vos dons. Donc je pense que les photos circulent, les correspondants de toutes les organisations d'ailleurs. Je parle de l'UJFP là parce que j'ai des nouvelles. Il y a plein d'organisations qui essayent de redonner un peu de sourire parfois aux enfants et de dissiper les peurs. Voilà. Donc je pense que c'est pas le moment de baisser les bras. Je pense que ce qui va arriver à Rafah bientôt va être terrible. Et donc, quoi qu'il se passe avec l'Iran, quoi qu'il se passe au Sud-Liban, alors je reviens sur le Sud-Liban parce que dans l'émission dont je parlais, Iran-Hezbollah, l'un des spécialistes évoquait le Sud-Liban et avait entendu dire que certains Israéliens avaient prévu de faire de cette bande de 30 km au sud de la rivière Litanie à peu près la même chose que ce qu'ils ont fait à Gaza. Alors, une chance, c'est que les habitants ont pu fuir, donc sont montés vers le nord du Liban. C'était déjà des réfugiés, ils sont réfugiés ailleurs, mais apparemment Israël a l'intention de détruire les infrastructures, c'est déjà commencé, et les habitations. Voilà, j'ai rien de blingué à vous dire. Quelques infos simplement. Nous avons une réunion avec le groupe Courage Palestine Solidarité ce soir, après la vigie. Nous continuons à essayer de monter des actions. On vous tiendra au courant au fur et à mesure. Deuxième info, le 16 mai, donc un deuxième film est projeté, on avait déjà parlé au Régent, 16 mai à 20h30. La Terre par l'arabe de Maryse Garbour, avec une intervenante franco-palestinienne qui sera là par visioconférence. Et on aura le temps vraiment de débattre parce que le film est beaucoup plus court, donc on aura du temps devant nous. Et puis, dernière chose, nous avons proposé au syndicat de ne pas nous réunir en vigie la semaine prochaine, parce que mercredi prochain, c'est le 1er mai.
Donc il y aura manifestation le matin et nous proposons d'avoir, si les syndicats sont d'accord, en queue de cortège, un petit pôle avec quelques personnes portant la parole des travailleurs aussi palestiniens qui ont plus de travail. J'écoutais aussi un reportage sur les travailleurs cisjordaniens qui sont réduits à la misère puisque certains allaient travailler en Israël et que ça ne leur est plus possible. Et puis nous tiendrons un stand à l'arrivée sur la place Georges Jaurès, toujours si les syndicats sont d'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut... Les syndicats sont d'accord. Non, les syndicats sont d'accord, dit Dominique. N'est-ce pas Oui. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Oui, Jean-François précise, effectivement, j'ai oublié de faire que l'armée israélienne est entrée dans le sud Liban. Et nous allons donc conclure par, comme traditionnellement, la chanson. Je crois que Dominique a la clé pour la brancher directement. Donc de HK avec le symbole de Rifat à l'arrière. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit, Gaza, Gaza, toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza, qui se relève et qui s'obstine, Gaza, Gaza, de tout ton cœur, de tout ton être, Gaza, Gaza, à ne jamais disparaître, Gaza, Gaza, de cette terre qui t'a vu naître, Gaza, Gaza, de ce pays de tes ancêtres, Gaza, Gaza, aujourd'hui mon cœur est lourd, Gaza, Gaza, aujourd'hui le monde est sourd, Gaza, Gaza, et laisse faire les actes infâmes, Gaza, Gaza, enfant qu'on tue ou qu'on affame, Gaza, Gaza, qui fait semblant de ne pas voir, Gaza, Gaza, qui feint de ne pas savoir, Gaza, Gaza, a perdu son humanité, Gaza, Gaza, son honneur et sa dignité, Gaza, Gaza, tu te relèveras, c'est sûr, Gaza, Gaza, tu survivras à tes blessures, Gaza, Gaza, et tu verras haut dans ton ciel, Gaza, Gaza, au bout d'une longue ficelle, Gaza, Gaza, comme un ange qui flotte au vent, Gaza, Gaza, une toile, un cerf-volant, Gaza, Gaza, inscrit dessus en toutes lettres, Gaza, Gaza, les derniers mots de ton poète, Gaza, Gaza, s'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, il vous appartiendra de vivre, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire, que ma mort devienne une histoire. Gaza, Gaza.